souveraineté nationale, parce que l'Union européenne, elle n'est pas de cet avis. Elle ne jure que par elle-même, et elle, en gros, elle a tendance à vouloir décider que c'est elle qui décide. On voit un petit peu la dérive fédéraliste qu'il y a là-dedans. Hmm. Et donc, si on demande à la Cour juridique européenne, la Cour de justice, la CJUE, si on lui demande à elle qui est supérieur entre la Constitution et les traités, il n'y aura pas de doute, elle dira c'est les traités. C'est son point de Hmm. vue, c'est pas le point de vue de la France. Le dernier avis officiel là-dessus, qui a été confirmé l'année dernière par le Conseil constitutionnel, mais le dernier avis officiel, c'est un arrêt de la Cour de cassation en 2000, qui s'appelle l'arrêt Fraisse, dans lequel, par A plus B, ils ont pas été par quatre chemins. Ils ont dit que l'article 55, donc celui dont vient de parler Benoît, qui est celui qui dit qu'en gros que les traités sont supérieurs aux lois, et ils ont affirmé que les traités étaient supérieurs aux lois organiques et ordinaires, mais pas aux lois constitutionnelles. Donc le dernier Hmm. avis officiel français, c'est la Cour de cassation en 2000, qui dit qu'il n'y a pas de doute, la Constitution est supérieure à tout le reste. Une question, Benoît, le champ du traité européen, j'étais déconnecté, non? Je sais pas, mais vas-y, on t'entend. Ah, on m'entend, super. Ne limite pas le champ d'intervention. Mais ça dépend si les traités ils sont acceptés ou pas. Un traité qui a été accepté, mais forcément, s'il impacte directement notre souveraineté et qu'il a été accepté par nos élites, ben, ça peut limiter notre champ d'intervention, ça peut limiter nos souverainetés. C'est pour ça qu'il est important, en fait, aussi de prendre la main sur la Constitution pour que euh, bien inscrire la primauté du droit constitutionnel sur le droit international. Ça, faut le marquer dans le marbre. Et puis surtout pour mettre ensuite des moyens de contrôle et de référendum obligatoire sur le droit international. Et le droit international ne s'arrête pas au traité d'ailleurs. Il y a les directives internationales, il y a les règlements internationaux, il y a les accords. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un problème, ou est-ce que ça poserait un problème, le fait que le droit international ait une primauté sur nos lois? Et si jamais on voudrait changer ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Sur nos lois, c'est le cas. Sur nos lois Oui, ordinaires et organiques. oui, Sur les oui. lois constitutionnelles, ça poserait un problème fondamental, euh, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait des puissances étrangères qui ont le pouvoir de modifier notre constitution. Parce que quand un texte est inférieur, il doit s'adapter au texte qui est supérieur. Donc ça veut dire que s'ils mettaient dans le droit international des choses qui s'appliquent à la Constitution, ça voudrait dire que indirectement ils modifient notre Constitution et que ce serait eux le souverain en France. Mm. D'accord. Et est-ce que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pourrait être pertinent pour cette pyramide des normes et répondre à ce problème-là? Est-ce que vous considérez du coup le fait que les lois internationales soient supérieures aux lois françaises soit un problème du coup, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire? Alors, aux lois constitutionnelles, mais ça, c'est pour pas que ce soit le cas. Maintenant, le fait que ce soit supérieur aux lois ordinaires et organiques, alors les lois organiques, moi, j'aurais tendance à vouloir les mettre dans le bloc constitutionnel, mais ça ne regarde que moi. Mm. Les lois ordinaires, par contre, qu'elles soient inférieures, c'est plutôt normal. Après, on peut discuter de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais la logique est la suivante, c'est que si il n'y a rien qui oblige les lois à s'adapter à des normes internationales, bah, du coup, ces normes internationales n'ont aucun poids. Maintenant, c'est ce que certains appellent le Frexit juridique. Il y a des gens qui voudraient qu'en France, on dise que les lois françaises sont supérieures aux traités. Donc c'est une possibilité techniquement. Moi, j'y suis pas forcément favorable parce que enfin, en tout cas pour l'ensemble des traités, pour l'UE, peut-être que je peux y être favorable, mais pour l'ensemble des traités, je pense que ce serait juridiquement une assez mauvaise idée. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on fait en gros
du RIC là-dedans. Le RIC constituant, il est important justement parce que vu que la Constitution est au-dessus, donc là on est au cœur de ce qu'on appelle le PCPP, le processus constituant populaire permanent, dont on va parler maintenant. Donc le RIC constituant, il permet en gros, et plusieurs pays le font, ce qu'on appelle les options de retrait. Donc il y a le Danemark qui l'a fait après coup, il y a la Suède qui l'a fait avant de rentrer dans l'UE, il y a l'Irlande qui l'a fait aussi. Enfin bon, il y a un certain nombre de pays comme ça qui, c'est les opt-out en anglais, qui exercent une option de retrait. C'est-à-dire qu'ils mettent dans la Constitution que cette partie-là des traités, ils ne souhaitent pas y obéir. Et donc du coup, bah, c'est la Constitution qui s'applique. Et c'est là le grand pouvoir du RIC constituant, parce qu'évidemment, un RIC législatif ne permettrait pas du tout d'empêcher une directive européenne de s'appliquer, là où le RIC constituant fait vraiment de celui qui l'a un peuple souverain, quoi. Une question encore dans le chat. Qu'appelez-vous puissance étrangère? Avant de parler des enjeux de souveraineté du peuple national et européen, pensez-vous pas qu'il faut définir ce qu'est le peuple? Mais c'était pas cette question que je voulais dire. Mais définir ce qu'est le peuple, il faut déjà pouvoir faire peuple et avoir des moyens d'exercice de la souveraineté. Pour ça que là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, on n'est pas un peuple, on est une masse d'individus qui se divisent derrière les partis politiques et qui n'attendent que des partis politiques. L'enjeu en fait de la souveraineté populaire et du RIC, hein, en règle générale, c'est de pouvoir agir au-delà de sans attendre et de pouvoir faire peuple pour le coup, puisque lorsque tu vas faire des propositions de loi ou autres, il y aura une période de débat et donc de discussion entre citoyens. Et l'autre question au-dessus, c'était du coup, si une loi internationale ne répond pas à notre constitution et est jugée inconstitutionnelle, elle peut pas être appliquée en France, c'est bien ça? Mais en fait, là, c'est pareil, vu que pour l'instant, ben, déjà, c'est à l'interprétation du Conseil constitutionnel. Et que pour l'instant, c'est les représentants, le président et le Parlement qui peuvent modifier la Constitution. Ils peuvent très bien modifier la Constitution pour rendre ce traité, cette loi internationale applicable. D'où, encore une fois de plus, l'intérêt d'un RIC constituant, sans limitation de sujet, pour avoir aussi la maîtrise de la Constitution et éviter ce genre de compromission de notre Constitution pour s'adapter à des mesures internationales. Il y a une question super intéressante du chat qui dit quel est le rôle du Conseil d'État dans, dans tout ce processus-là? Le Conseil d'État, généralement, il donne des avis. C'est plutôt le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, historiquement, il est interrogé pour interpréter la Constitution et voir si une loi respecte ou non la Constitution, une loi ordinaire ou organique. Et du coup, vu que c'est pas possible de contredire la Constitution lorsqu'on est dans le bloc législatif, bah, du coup, il peut empêcher une loi d'être mise en place. Et il y avait une autre question là, parce que là, il s'agit de rebondir sur ce qu'a dit Maxime l'autre jour, Maxime Nicole, parce il dit ça souvent, c'est sa manière de l'expliquer, mais c'est assez problématique. C'est Natacha qui disait le RIC est seulement consultatif, de toute façon, non. Bah non, un RIC n'est pas consultatif. Les référendums ne sont jamais consultatifs, sauf quand ils sont appelés référendum consultatif, mais voilà, en France, on ne fait pas ça. On parle de consultation. Lorsqu'on dit référendum, 90% des cas, ce n'est pas suivi de consultatif, donc on parle bien d'un référendum décisionnel. C'est juste que la loi ne prévoit aucune obligation par la suite de continuer d'appliquer la décision qui a été prise par référendum. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent et que Maxime a parlé de résultats consultatifs. C'est parce qu'en fait, en 2005, ils ont appliqué quelque chose, c'est-à-dire le refus de la Constitution européenne, mais 3 ans plus tard, ils ont ratifié un traité qui
à part l'ordre des mots, il n'y avait pas une grande différence. Ce n'est pas une constitution, donc ça c'est une grande différence, mais sinon, quasiment tout le contenu était remis dedans, dans ce qu'ils ont appelé le traité simplifié, là, le TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, du coup, bah, c'est Sarkozy, fraîchement élu, qui, de sa fraîche légitimité, a décidé de mettre en place ce traité, et ce coup-ci de ne pas passer par référendum. Donc, la problématique, c'est que les décisions prises par référendum à l'heure actuelle ne sont pas protégées dans le temps, mais elles sont pas, c'est pas consultatif, un référendum. Mais aussi, autre précision sur cette remarque, que le RIC est consultatif ou quoi, euh, ça dépend aussi des étapes et modalités. C'est-à-dire que si c'est un RIC qui va être écrit par des représentants, et ils vont faire en sorte que, par exemple, la décision populaire soit en dessous de leur décision à eux, et donc ça peut biaiser le résultat. C'est pour ça qu'il est très important aussi que chacun de nous travaillons sur les modalités, les étapes et modalités du RIC. Le RIC d'ailleurs a évolué pendant les Gilets jaunes, c'est peut-être avant, enfin je sais pas, tu me corriges Léo si je me trompe, et moi du temps des Nuits debout, en fait, le RIC, moi je le connaissais en 3 étapes, la proposition, la période de soutien et la votation. La période de soutien, en fait, c'est le filtre, c'est pour éviter de voter sur tout le temps. Et c'est pendant les Gilets jaunes que j'ai vu une étape se greffer avant la votation, qui est la campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire. Et chaque étape, en fait, a des petites subtilités, des modalités qui doivent en fait renforcer l'efficacité de fonctionnement du RIC. Et pour que la décision prise par RIC soit au-dessus des représentants, il suffit de préciser dans la loi qui introduit le RIC que lors de la votation, après l'étape de votation, pendant l'étape de votation, le résultat pris par référendum d'initiative citoyenne ne peut être changé que par un autre référendum d'initiative citoyenne, pour être sûr que nos représentants n'aient pas le dernier mot derrière. Et là, ça devient vraiment décisionnel. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est clair et net. Pour moi, c'est une évidence que si les élus, leur donnait carte blanche pour nous écrire une procédure démocratique, quelle qu'elle soit, ils feraient en sorte que eux, ils aient la main dessus quand même. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec la Convention climat et d'autres procédures telles que ce qu'ils ont appelé le référendum d'initiative partagée, qui est en fait une pétition d'initiative parlementaire avec le gouvernement ou la majorité qui ont le dernier mot sur est-ce qu'on organise un référendum ou pas. Il suffit qu'ils lisent le texte et il n'y a pas de référendum. Ça, c'est typiquement le genre de truc où voilà, faut pas leur faire confiance. Il faut qu'il y ait une grosse pression populaire et que le niveau des citoyens augmente pour que l'arnaque de l'article 11, quand ils nous ont fait le référendum d'initiative soi-disant partagé, là, ne se reproduise pas. Juste pour finir sur l'histoire de la hiérarchie des normes actuelles, donc ce que j'ai mis tout à l'heure, la pyramide classique, c'est celle qui était en ligne sur vie publique jusque l'année dernière. Là, j'ai mis dans le chat le comparatif entre ce qu'on avait, celle qui a été dessinée en 2019 et celle qui a été refaite en 2024. Et donc, vous verrez qu'il n'y a plus le même nombre d'étages dans la pyramide. Il y a des trucs qui ont sauté. Et ils ont simplifié les choses. C'est comme ça qu'ils doivent le vendre, le truc, je pense. Mais en fait, c'est très vicelard parce que non seulement le bloc conventionnel n'est plus en dessous du bloc constitutionnel, mais à côté, comme si c'était une... Et puis dans une bulle, j'aime bien la symbolique de la bulle. Si on regarde bien, si on le lit vers le haut, la bulle est même d'ailleurs un petit peu au-dessus de la Constitution, c'est très conceptuel. Et ils y ont ajouté très clairement le droit dérivé européen pour parler notamment des directives. C'est en gros, c'est une manière graphique de nous dire que les directives sont presque dans le bloc constitutionnel. Si on regarde le schéma, c'est très vicieux comme truc. Et les principes généraux du droit ont disparu. C'est les principes généraux, c'est la coutume en fait, c'est le comment on faisait avant. Donc ça, ils le déconsidèrent maintenant. C'est comme si ça n'existait pas.
Ça illustre un petit peu le bras de fer qui est en train de se passer et le fait que là, ils sont en train de laisser penser aux gens que peut-être la Constitution n'est pas supérieure à tout le reste. Donc voilà, il faut vraiment Mm. se méfier du combat juridique qui est en train d'arriver là. Et Ok. qui est très dangereux. Pardon, vas-y. Euh, avant de passer au temps d'échange, j'aimerais qu'on revienne au premier sujet, qui est en fait que vous nous expliquiez de manière assez claire ou concrète, si vous pouvez, quel est le problème de la primauté des lois internationales sur nos lois actuelles et comment est-ce que si jamais on arrive à le modifier, peut-être avec le RIC dont on parlait à l'instant, qu'est-ce que ça changerait réellement dans nos quotidiens? On va passer sur la souveraineté nationale, versus France, je pense. Bah, c'est toujours la même chose. Sur les lois Mm. ordinaires, ça ne pose pas de problème. Donc là, il n'y a pas de problème à décrire de mon point de vue. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est des Euh, lois faites par le Parlement, hein, et là, les là, lois il n'y a ordinaires. rien à changer. À l'heure actuelle, les choses se passent correctement. C'est juste que il faudrait peut-être à un moment écrire noir sur blanc dans la Constitution, parce que l'article 55 et l'article 54, c'est par interprétation qu'on leur fait dire que la Constitution, même la Cour de cassation en Mm. 2000, donc c'est par interprétation de ces articles qu'ils disent que les traités sont inférieurs, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Ce qui est Mm. écrit noir sur blanc dans l'article 55, c'est que les traités sont supérieurs aux lois. Mais c'est pas un problème, vu que l'interprétation actuelle est de dire que quand on dit loi, à ce moment-là, ça veut dire loi ordinaire et organique et pas loi constitutionnelle. Mais ce n'est qu'une question d'interprétation et cette interprétation peut changer. Donc si on avait le RIC constituant, peut-être serait-il judicieux d'écrire avant qu'il soit trop tard dans la Constitution que la Constitution est le texte supérieur et que tout traité ne peut lui être inférieur. Ah, c'est super important ça. Il faut vraiment ancrer la primauté du droit constitutionnel sur le droit international parce que c'est des règles, la Constitution, c'est comme disait Rousseau, le contrat social, c'est les règles de la représentation, c'est la séparation des pouvoirs, c'est notre mode de scrutin, c'est les biens enfin les droits qui sont inaliénables. Il est très dur ce mot, je suis désolé. Et il y a Natacha qui dit est-il possible de faire un RIC pour une constitution sans l'accord du président? Mais si on a un RIC constituant dans notre constitution, c'est le principe même du RIC. C'est de pouvoir lancer une initiative citoyenne sans l'accord de nos représentants. C'est un droit d'intervention direct dans la vie politique sans attendre de nos représentants. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de modifier, pareil, dans le bloc constitutionnel, il y a les règles de la représentation. Comment il fonctionne, le mandat impératif, et ça on pourrait le mettre avec un reconstituant sans limitation de sujet. Et D'accord. Est-ce que vous, personnellement... Ah, avant de pardon. passer aux questions, il reste un sujet à traiter quand même, parce que c'est le PCPP, donc processus constituant populaire permanent. Donc il y a deux aspects. On a parlé du RIC et du RIC constituant, ça c'est le plus important. On a aussi parlé du fait que ils étaient revenus sur plus ou moins sur la décision de 2005. Et pour ne plus que ça arrive, le deuxième aspect d'un PCPP, c'est le référendum obligatoire pour toute révision de la Constitution, pour que les élus ne puissent plus revenir sur une décision référendaire. C'est un truc vachement important aussi. J'ai vu une question aussi sur l'Assemblée constituante. Donc l'Assemblée constituante, c'est comme le RIC. Actuellement, ça n'est pas prévu par la loi, ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible d'en faire une, mais il n'y a pas de procédure prévue, donc ce qu'on appelle les procédures dérivées qui permettent de modifier la Constitution. Il n'est pas prévu qu'une assemblée autre que l'Assemblée nationale et le Sénat puisse le faire. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est pourquoi processus constituant populaire permanent. En fait, chaque mot est important. Donc, processus, ça veut dire une manière de s'organiser. Constituant, donc, qui s'attaque à la Constitution pour modifier la Constitution.
Populaire, bah, ça veut dire que c'est un droit qui est donné à chaque citoyen et permanent, ça veut dire à tout moment. Dans le cadre d'une assemblée constituante, même tirée au sort, et évidemment on souhaiterait qu'elle le soit pour qu'elle soit démocratique, bah, ce ne serait qu'un droit ponctuel accordé à une assemblée. Donc on n'est pas du tout sur un PCPP, ce qui ne veut pas dire que ce qui en ressortirait serait forcément mauvais. D'ailleurs, les deux pourraient être intéressants à fonctionner ensemble. Mais le principe de base est que pour que les citoyens aient un droit garanti à tout moment d'avoir la main sur la Constitution, il faut ces deux éléments. Il faut l'initiative citoyenne des révisions et il faut que les élus ne puissent pas réviser la Constitution sans nous. Du coup, ta question, Ina, c'était? Alors, c'était pas une question. Je voulais qu'on passe, du coup, comme on a fini nos 30 minutes de présentation, à part si vous avez encore des choses à développer, qu'on puisse prendre les questions du chat et laisser personne éventuellement prendre la parole. Donc, vous avez un bouton en bas à droite de votre écran où il y a une petite main, vous pouvez appuyer et demander la parole et pouvoir parler de vive voix. Sinon, vous pouvez poser les questions dans le chat et on va les remonter. Là, il y a déjà une question de Serge Facilite. Léo et Benoît, pensez-vous nous confirmer que le peuple peut refondre la Constitution et comment? Mais il y a deux questions, il y a plusieurs questions dans cette question. Le comment, c'est la stratégie de prise de pouvoir. Et ça, euh, il y en a beaucoup. Et on ne peut pas les maîtriser. Il faut être audacieux, opportuniste, que ce soit par le biais de l'élection, comme propose Juan, que ce soit par le biais d'une insurrection ou quoi. Et comment il y a il y a l'Assemblée constituante, mais elle garantit pas un processus constituant populaire permanent. Parce qu'en fait, refondre la Constitution, elle peut se faire de plusieurs manières. L'Assemblée constituante, ça a tendance à reprendre l'ensemble du texte et refaire tout le texte. Et parfois, ça peut être très très lourd et ça peut être très piégeux. On a vu beaucoup de constituantes tomber à l'eau dans le monde. Et puis en plus, il y a plein de pièges. C'est est-ce qu'on vote l'ensemble de la Constitution ou est-ce qu'on la vote article par article? Ça, c'est super important. Et surtout, est-ce que cette constituante donne l'opportunité à l'ensemble du peuple de participer à la modification, l'amélioration de la Constitution? Parce qu'une Constitution, c'est pas quelque chose qui doit être figé dans le temps. C'est quelque chose qui doit pouvoir s'évoluer parce que c'est aussi ce qui nous protège des pouvoirs. Et les pouvoirs évoluent. Mais là, on le voit. Moi, je suis un dinosaure, je suis vieux, et à l'époque, le pouvoir numérique, on n'en avait pas peur. Aujourd'hui, on s'en inquiète. Donc, comment cadrer le pouvoir numérique? Ça peut être un sujet de RIC constituant. Et donc, l'avantage du RIC constituant, c'est de pouvoir l'améliorer au fur et à mesure, et surtout donner l'opportunité à nos futures générations d'avoir la maîtrise aussi de cette règle. Euh, parce que déclencher des assemblées constituantes, c'est pas, ça se trouve, la plupart, enfin la plupart, vont donner une constitution qui va rester figée dans le temps. Alors que c'est important pour nos futures générations qu'elles aient la maîtrise de ce droit fondamental. Il faut voir aussi au niveau du... Donc il y a deux types de pouvoirs constituants. Je parlais du dérivé, mais donc il y a l'autre qu'on appelle originaire. C'est écrire une nouvelle constitution. Et donc ça, c'est vraiment les deux manières de modifier la Constitution. Donc actuellement, c'est le dernier article de notre Constitution qui dit comment on révise la Constitution. C'est assez traditionnel de mettre ça à la fin. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut le mettre au début parce que c'est ce qui est le plus important. Mais bon, le mettre à la fin, c'est une autre manière de le mettre en valeur. Disons que réécrire une Constitution en entier, ça ouvre la voie à faire des erreurs, plus que des modifications. En même temps, on a une constitution qui actuellement, euh, à part qu'elle a été validée en 58, mais depuis, on n'a rien validé du tout. Il y a deux fois eu un référendum et il y en a qu'un qui est passé, donc l'élection du président au suffrage universel direct. Euh, En fait, on a une constitution qui n'a pas notre accord actuellement. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à modifier. Donc, c'est pas bête de se dire, il en faut une nouvelle, vu qu'on est d'accord avec rien de ce qu'il y a dedans. Maintenant, voilà, ça ouvre la porte à faire des erreurs.
et même une assemblée constituante, elle n'est pas obligée d'avoir un pouvoir originaire. Il est tout à fait possible d'imaginer de convoquer sur cahier des charges, moi c'est ce que je propose, des assemblées constituantes, parce que c'est intéressant les assemblées, ça permet un plus gros travail en intelligence collective, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas en plus un droit donné à chaque citoyen. Mais l'idée que on bosse point par point et que quand on convoque l'Assemblée, on lui dise à l'avance ce sur quoi elle doit travailler et que pendant son travail, il y ait des consultations pour qu'on dise à l'Assemblée si oui ou non elle va dans le bon sens, afin de garantir qu'à la fin, ce qui en ressorte, il faudrait que ce soit voté d'abord partie par partie, puis qu'on ait un accord sur l'ensemble pour être sûr qu'il ne se passe pas la même chose qu'en 58, c'est-à-dire que bah, tu as le choix entre tout oui ou tout non. Et donc en 58, ils ont dit tout oui, mais dans la plupart des cas, les autres assemblées, par exemple au Chili récemment, bah, du coup, il y avait pas mal de trucs qui déplaisaient à des gens, pas forcément les mêmes trucs d'ailleurs, et ils ont voté non. Donc c'est un coup aussi à ne pas du tout avoir la révision constitutionnelle parce qu'elle est trop grande, il y a trop de facteurs à prendre en compte dans le nouveau texte. Donc, ouais, évidemment que c'est possible. Maintenant, sur la question stratégique, je rejoins Benoît et évidemment que c'est très compliqué. Évidemment qu'avec le peu d'intérêt que les Français ont actuellement pour la Constitution et pour la souveraineté populaire, ça va être très difficile. Hmm. Mais sur ça, sur le peu d'intérêt, en plus, il y a un commentaire de Le Paysang qui dit en quoi ce genre de conférence sur le Discord est important, en quoi ces sujets si pointus peuvent-ils changer ma vision de la chose. En fait, c'est même pas important, c'est que c'est central parce que c'est les règles du jeu. Et si on veut sortir de la posture en fait des lecteurs, où on va attendre des solutions de maîtres, de personnes, tout en déléguant notre pouvoir, en fait, on sera jamais souverain, on n'aura jamais un avenir durable, parce qu'on va laisser le pouvoir à ceux qui veulent gouverner et donner le pouvoir au peuple. En fait, c'est donner le pouvoir à ceux qui veulent se gouverner eux-mêmes. Donc, en quoi c'est super important, c'est que ça permet en fait de t'interroger sur le sujet, de faire vos recherches, j'espère, de vous intéresser à participer à des ateliers constituants en présentiel ou en ligne qui sont déjà existants ou à en faire vous-même, parce que même il n'y a pas de niveau. Je participe à des ateliers constituants depuis un moment et encore, on continue là tous les premiers samedis du mois, on se rencontre et des personnes qui arrivent, qui n'ont jamais participé à des ateliers constituants, ont toujours des remarques hyper pertinentes. Là, on travaille par exemple sur la représentation et le RIC, par exemple, qui est un outil d'intervention directe dans la vie politique, revient souvent. Donc l'idée, c'est surtout ça, c'est vous donner envie, en fait, de devenir des citoyens, des êtres souverains, et voilà. Il y a Arnaud qui souhaite prendre la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Ah oui, c'est vrai, il était pas ouvert, pardon. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux intervenants, bonsoir aux gens dans le chat. J'espère que je vais pas être hors sujet, mais j'ai une interrogation qui me vient. J'ai écrit une sorte de citation dans le chat, comme quoi le problème ne sont pas les lois, mais ceux qui les font. Et ça sous-entend que euh, comme tout le monde, a priori, voudrait une sorte de révolution, mais dans la paix, dans le calme, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'aimerais bien aussi. Je me demande si, constitutionnellement, on va trouver une faille pour que ça se passe dans un cadre prévu, parce que ceux qui ont fait les lois, forcément, ils n'ont pas prévu le siège éjectable pour qu'on les fasse sauter. Donc je me demande si ça vaut de chercher une faille dans la constitution actuelle ou forcément il va forcément y avoir à un moment ou à un autre un pion à faire sauter qui sera pas cadré, quoi, qui sera pas dans aucun cadre législatif actuel réglementaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bah, vu que c'est un rapport de force, en fait, même sur les méthodes légalistes, Benoît, c'est pas trop son truc, les méthodes légalistes, il n'y croit pas beaucoup. Moi, je crois que c'est principalement ça la voie, parce que historiquement, tous les pays qui ont obtenu des droits
fondamentaux comme ça, bah, ils les ont obtenus quand même par le système en place et des réformes dans quasiment tous les cas qui ont été faites par des élus. Donc sous une forte pression populaire, on ne va pas le nier, parce que sans ça, il ne se passera probablement rien. Mais donc il y a quand même la voie électorale. Alors déjà, arrêter d'élire des démophobes, c'est une première piste. Ensuite, pour ce qui est des voies procédurales prévues, donc les seules failles qu'il y a, parce qu'elle est quand même plutôt bien faite, même si elle est faite contre nous, elle est pensée, cette constitution. Il y a 2 moyens qui ont été utilisés historiquement pour modifier la constitution, de 58. C'est donc celle qui est prévue et qui est la voie normale, l'article 89 qui prévoit que, sur proposition du premier ministre, le président, ou sur proposition d'une des assemblées, il peut y avoir donc, débat au parlement et s'il y a accord à la virgule près sur le même texte, hem par les 2 assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat et bah, du coup, il peut y avoir référendum. Le référendum n'est obligatoire que si c'est le parlement qui est à l'initiative de la proposition. Si c'est le président et le premier ministre, bah, là, ils peuvent décider de ne pas faire un référendum et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Donc il y a une possibilité qui est donc la voie parlementaire, mais De Gaulle, 2 fois, a eu des contradictions avec le parlement. Il s'entendait pas avec eux, il savait que ça allait pas passer et donc il a fait une petite feinte. Il a utilisé l'article 11, qui est le référendum à l'initiative du président, dans sa première partie, pour proposer une modification constitutionnelle. Alors là, les juristes, ils n'étaient pas contents. Ils se disaient, oui, mais non, c'est l'article 89 qui est fait pour faire ça, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, machin. Il n'empêche que ça s'est fait. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de l'empêcher de toute façon. Aujourd'hui, ça pourrait se discuter. Mais donc, l'article 11 est possiblement une faille, parce que du coup, il faut, et je fais attention à mes mots, mais bon, il faut juste avoir le président de la République. Ouais. Autant dire qu'il y a du boulot, mais entre avoir le président de la République ou avoir une majorité à l'Assemblée nationale plus une majorité au Sénat, euh, disons que dans un cas, il faut être très fort et ça prend une élection. Dans l'autre cas, il faut être très fort et ça prend 20 ans. Parce qu'en plus, c'est pas nous qui élisons directement le Sénat, c'est les grands électeurs et c'est par moitié qui se renouvellent. Il faut un ancrage dans les territoires parce que du coup, il faut obtenir des grands électeurs que sont les conseillers municipaux, régionaux et départementaux. Ça va être très long et très compliqué. Donc, la plus grosse faille, c'est l'article 11, mais pour ça, il faut que quelqu'un atteigne la présidence. Après, je te laisse parler des voies non légalistes, Benoît. Ouais, Merci, merci, merci. mais les voies non légalistes, moi j'y crois par rapport au rendement, en fait. C'est que par des stratégies, la voie insurrectionnelle, pardon. Parce que la stratégie légaliste, tu vois, par exemple, tu peux pas revenir sur les traités existants. Il y a certaines choses sur lesquelles tu auras du mal, quoi, qui n'ont été imposées, ou à moins de faire évoluer la Constitution, mais ça prendra beaucoup de temps. Et par la voie insurrectionnelle, ce qu'on a pu voir avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça a levé aussi d'autres peuples dans l'Europe. Et donc, pour inscrire la primauté de la Constitution et se débarrasser de saloperies qu'on nous a déjà imposées, pour moi, c'est celle qui sera la plus rentable. Mais que ce soit une stratégie légaliste ou insurrectionnelle, il y a toujours un facteur qui est super important, c'est la connaissance du peuple, l'instruction du peuple sur ces outils-là. Déjà sur l'échiquier politique, là, cette hiérarchie des normes juridiques avec toutes ces règles et dessous de règles, et surtout la connaissance d'un futur politique et d'outils d'exercice de la souveraineté populaire. C'est pour ça qu'il est important de monter en compétence pour éviter que ce soit dans une stratégie légaliste ou insurrectionnelle, on risque de tomber sur des personnes qui vont nous dire vous inquiétez pas, on va écrire les règles, on est un petit groupe mais on est sympa, et ils vont s'écrire leur pouvoir à eux, et puis le peuple se retrouvera une fois de plus euh, esclave d'une oligarchie, quoi. Et une question aussi de Franska, c'est quoi la différence entre une constitution et une charte? Et en fait, une constitution, c'est une charte. Euh, moi, je travaille avec pas mal de groupes et souvent sur les groupes, quand tu écris une charte, tu écris la constitution du groupe.
C'est le fonctionnement qui décide, comment on s'organise, c'est ni plus ni moins la même chose. C'est l'organisation des pouvoirs, des prises de décision, comment tu contrôles les porte-paroles, les représentants, enfin voilà, tout ça, tout ça. Je répondais là, je sais pas comment ça se dit, ça it is what it is. Donc oui, en 2000, il y a eu l'arrêt Oshmai. J'ai mis un lien dans le chat du Conseil constitutionnel qui explique un petit peu où on en est sur la révision. Pour réviser, pour que le président révise la Constitution par l'article 11, il faut à minima que le point le plus important de son programme soit la dite révision et le référendum sur l'instauration du RIC ou d'une autre procédure. Parce que sinon, le Conseil constitutionnel, c'est clair et net, il va s'y empêcher. Et il va l'empêcher et il va pouvoir le faire de manière légitime parce qu'il aura le droit de son côté. Donc, il faut que ce soit non seulement le point numéro un, mais à mon avis, il faut que ce soit le seul point du programme, que ce soit en fait une élection qui serve en gros de référendum. Et dans ce cas, il est assez peu probable que le Conseil constitutionnel se mette la totalité du peuple à dos en disant vous venez de prendre une décision, mais moi je casse votre décision parce que je suis supérieur à vous. C'est une voilà, sur le plan éthique, c'est très difficile à faire, donc il y a assez peu de chances qu'il le fasse. Et s'il le faisait, ça pourrait être positif aussi. Ça veut dire qu'on arrêterait d'être un pays qui joue au con et qui serait un pays qui s'assumerait être une dictature. Et dans ce cas-là, bah, toutes les voies non légales deviennent absolument légitimes. Hmm. Georges de Beaumarchais, tu avais une question? Bonsoir, vous m'entendez bien, je pense, c'est bon? Oui, Bonsoir, j'ai oui. pas les retours. Alors, à chaud par rapport à ce qui vient d'être dit avant de me présenter, le Conseil constitutionnel, non, il ne peut pas interférer à une procédure constituante ou une modification constitutionnelle. Il l'a dit plusieurs fois dans plusieurs décisions. Par contre, lui, ce qu'il contrôle, c'est la conformité à la Constitution elle-même. Et c'est là qu'on voit que le serpent se mange la queue ou que le chat se court autour de lui-même. Alors moi, je suis juriste en droit international public spécialisé en constitution et en droit européen. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas la France, on n'est pas le reste du monde. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de ce qui se passait dans le reste du monde. La France a pour particularité, au moins depuis 1789, d'avoir changé de régime et de constitution uniquement à partir de crises de régime du pouvoir exécutif. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé en 1852, 1871, en 1940, en 1946, en 1958. À chaque fois, c'est parce que le pouvoir en place était remis en cause par une crise internationale, dont il était perdant. Donc, je ne sais pas si on doit s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, comme par exemple, je crois que c'est au Chili ou en Bolivie, non, c'est au Chili, où il y a une constituante qui a été déclenchée, effectivement par les rues. Bon, ils se sont quand même pris des balles et se sont fait tuer les uns et les autres. Le lendemain, le grand soir du 17 de 1917, comme en Russie, c'est pas du tout la logique française. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter et s'attendre à la même chose, mais jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours été comme ça, sauf en 1793. Et en 1793, pourquoi? Parce que nous avions changé de régime en coupant la tête du roi. Et il y a eu la terreur qui a fait que la constitution de l'époque qui se préparait à être mise en place, je vais revenir à la fin de mon propos, n'a pas duré très longtemps puisque entre la crise interne, la terreur et la guerre des Joints et puis les guerres internationales, les couronnes qui s'apprêtaient à nous tomber dessus à cause de ce qu'on venait de faire, font que c'était la seule exception. Mais tout le reste du temps, ça a toujours été provoqué par des événements extérieurs. Donc on peut compter plutôt sur la gabegie et l'incompétence de notre ministre des Affaires étrangères qui n'y connaît rien et qui n'est que là parce qu'il est le fils de Jacques Barrot, et notre incompétent de président pour faire un jour un faux pas. C'est la seule espoir qu'on peut avoir. De la même façon que moi, depuis maintenant, je me suis spécialisé dans le droit international depuis maintenant 7 ans, merci M. Macron et toute sa bande. J'ai rejoint des avocats, juristes et des autodidactes aussi, des jurisconsultes comme on les appelle, en droit international et en droit constitutionnel. Et le mot est simple, hein, c'est verrouiller de l'intérieur. Je prends pour exemple comme point le MCP, que je connais puisque je m'en suis rapproché fut un temps.
Le MCP invoque l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire que on peut effectivement déclencher le référendum auprès de la population. Mais comme c'est verrouillé de l'intérieur et que c'est le président de la République qui active cet article-là, on n'est plus du temps du général de Gaulle. Le général de Gaulle est mort en 1971, il est parti en 1969 par coup de pression organisé par la CIA avec mai 68. Donc ils ont fini par avoir sa peau, mais bon, le pauvre, il allait mourir d'une façon ou d'une autre. Cette constitution n'est pas faite. Déjà, monsieur général de Gaulle, il mesurait presque 1m95, je crois. Elle était faite à sa mesure, elle était faite pour lui, elle n'est pas faite pour tous ces pantins qui ont pris sa suite. Donc, comment peut-on faire? Eh bien, en plus, je voulais préciser un truc, c'est que on parlait du système électoral en s'inspirant de ce qui se passe de l'extérieur et en pensant qu'on peut fonctionner par la Constitution. C'est une fausse piste. Le système électoral, les Français n'en veulent plus. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ils valent ce qu'ils valent, d'autant plus de la part de Odoxa. Mais ça a quand même un signe. D'ailleurs, il y a encore Luc Ferry qui l'a dit sur je ne sais plus quelle chaîne il n'y a pas très longtemps. C'est la fin de la Ve République. Mais ce qu'ils n'osent pas dire, c'est que c'est la fin du système électoral. Il y a 2 sondages qui sont parus en décembre où, en fait, les Français voulaient changer de République et de régime, en tout cas, et surtout voulaient surtout, à 82%, changer les institutions. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui couvre sous les braises. Et d'une façon ou d'une autre, le système électoral, ainsi que même le tirage au sort, je dirais contre Étienne Chouard, je le connais bien et on discute régulièrement, c'est une solution de représentation à l'échelle nationale. Or, le RIC et la démocratie directe que nous voulons tous de nos voeux, ce n'est pas une représentation nationale, c'est une représentation locale. Après, lorsqu'on a besoin de quelque chose à l'échelle nationale, eh ben, comme en cuisine, on a des commis de confiance, on a des commis de cuisine qu'on envoie à l'Assemblée nationale comme des facteurs, et on a un mandat révocatoire impératif pour les virer s'ils font les imbéciles et s'ils ne font pas leur travail. Donc on change complètement la donne, on pourrait être vraiment à la France 4.0. Donc comment on fait? Eh ben, je ne sais pas, la réponse, nous l'avons ici. La réponse, c'est les ruches d'abeilles, c'est les alvéoles locales. Moi, dans ma région du Tarn, je suis dans le Tarn, et plus précisément à Carmaux, nous sommes en train de préparer une très grosse alvéole, une très grosse assemblée citoyenne locale, avec aussi des outils de droit international. Je vous ferai passer le document de synthèse et le mode d'emploi, en quelque sorte, que nous allons utiliser et appliquer, qui commence déjà à se mettre en route, qui aussi, paradoxalement, s'appuie sur le droit international public. Alors, quel est le rapport entre une assemblée locale et le droit international public? Ben, il faut savoir que le droit international public, c'est le droit des gens. C'est gens en latin, ça veut dire nation. Nation, c'est le droit international public. On ne dit plus le droit des gens, ça c'était il y a 4 ou 5 siècles, mais à l'origine, le droit international public, c'est le droit local. Donc, il y a un lien logique. Et ce qui a manqué d'ailleurs aux Gilets jaunes, c'est pour ça que le pouvoir s'est attaqué à des baraques en bois au niveau des ronds-points, c'était pas parce qu'ils faisaient des ronds-points qui gênaient la circulation, ça c'était le faux prétexte, c'est parce qu'ils se réunissaient et discutaient. Et ce que craignait le pouvoir, c'est que les ronds-points se reconnaissent entre eux, la reconnaissance internationale entre ronds-points. Eh bien, la solution qui peut paraître la plus modeste et la plus simple à faire, c'est effectivement de créer des alvéoles dans nos communes, de arrêter de penser à des solutions globales et nationales et holistes et j'ai la solution sur l'ensemble du pays en pensant au système actuel. Il faut changer la donne, il faut sortir de la matrice. Et je pense sincèrement que l'approche de Juan Branco, au-delà du fait qu'il invoque Branco 2027, mais il l'a dit plusieurs fois, Branco 2027, c'est presque un épouvantail, c'est un bon prétexte. Sans doute que nous y irons, mais peut-être que nous n'irons pas. Le but du jeu, c'est de mobiliser les troupes pour renverser la vapeur et changer le système. Et je finirai mon propos là-dessus. Combien d'entre nous connaissent même que 5% de la population de la commune dans laquelle on vit? Combien d'entre nous vivons véritablement dans l'action sociale et l'action citoyenne autour de nous? Moi-même, je viens d'arriver dans ma ville depuis 3 ans, je connais 0,01%. Alors ça va s'accélérer par rapport à ce que je suis en train de faire parce que, bah voilà, on est une équipe et puis on se bouge et puis on va à la rencontre, mais il y a un gros travail de terrain avant de pouvoir prétendre à des solutions nationales. Et non, le système est complètement verrouillé de l'intérieur, il parle de conclave en ce moment, mais c'est un vrai conclave et en fait, bah, on est un peu comme dans V de Vendetta, il faut péter ça de l'extérieur. C'était ma position. Merci beaucoup. Excellente intervention. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ouais, juste une rectification sur le MCP, parce que je peux pas laisser dire que le MCP, dit qu'il faut passer par l'article 89. Le MCP ne prend pas position sur les stratégies. Le MCP dit juste qu'il faut un PCPP, donc le RIC constituant et le référendum obligatoire pour les révisions, et reste absolument ouvert à toutes les stratégies et se focalise sur une méthode d'action pour arriver à ce qu'une de ces stratégies aboutisse, qui est l'éducation populaire et la prise de conscience de la priorité absolue d'obtenir un PCPP. Le MCP dit que dans la constitution actuelle, ce qu'il faudrait faire, c'est modifier l'article 89, mais ne dit pas qu'il faudrait passer par l'article 89 pour le modifier. Alors, oui, Et excuse-moi, je fais une boulette, parce que j'étais à Saint-Paulien où quelqu'un du MCP a parlé de ça, mais c'est ce que je voulais dire. C'est pas passer par modifier de façon de l'article 89 ou faire quoi que ce soit sur la Constitution, on ne peut pas. C'est verrouillé de l'intérieur, dans tous les c'est cas. Ou alors, il faut être président de la République. Et ça, on n'y arrivera jamais parce que c'est verrouillé de l'intérieur. On ne pourra pas y accéder. Je suis assez c'est, pessimiste en fait, là-dessus. c'est la stratégie de tous les constituants un petit peu, c'est de dire que notre constitution actuelle, et ça on peut le constater que si on lit, on comprend la constitution, ou si on participe à des ateliers constituants, c'est que actuellement, en République, que ce soit la cinquième et les quatre autres avant, le peuple est absent de la souveraineté. Il délègue sa souveraineté, il passe par la représentation, par des représentants. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ben, il faut modifier la Constitution, quels sont les articles les plus rentables suivant les stratégies. Sur les stratégies légalistes, l'article le plus rentable, c'est le 89, qu'il faut modifier, parce qu'actuellement, on n'y est pas, pour pouvoir avoir la maîtrise de la Constitution et introduire l'initiative citoyenne. Mais après, oui, moi je suis d'accord avec toi qu'il faut faire du maillage, il faut se connecter localement, et aussi grandir en compétences. C'est pour ça que aussi sur les ruches, j'avais proposé qu'on fasse des ateliers, ou soit en ligne, soit localement. Et parce que c'est super important en fait de comprendre des dysfonctionnements de notre régime actuel et d'introduire nous-mêmes la souveraineté populaire par le biais d'articles que nous, on va rédiger, parce que c'est là où c'est important, c'est que peu importe la stratégie de prise de pouvoir, si derrière, on n'a pas écrit même au niveau légaliste, c'est là où on peut d'ailleurs voir, euh, mesurer vraiment quel droit nous allons gagner dans une stratégie légaliste, c'est de lire les textes de loi qui introduisent les RIC et qui soit bien détaillé pour voir si toutes les étapes et modalités ne permettent pas une perversion, par exemple, du pouvoir médiatique, qui est super important. Donc tout ça, c'est des choses à travailler actuellement. C'est vrai que tout est verrouillé. Il faut renverser la chose par une prise de pouvoir, mais après, laquelle? Quelle est la question? Nous avons besoin de réseauter avant et de grandir ensemble. Mais là, je reprends 2 secondes, mais il n'y a pas à se poser la question sur la légalité. Le simple fait que le peuple soit souverain, c'est l'article 1 de la Constitution, fait que nous sommes légalistes. Et c'est pour ça que c'est très important, les entités locales qui ensuite, j'insiste beaucoup, reconnaissent sur le mode de la reconnaissance internationale, que d'ailleurs on pourrait déclarer sous forme d'actes de reconnaissance qui seraient des traités internationaux locaux envoyés au secrétariat de l'ONU. Ce n'est pas une mesure symbolique, c'est quelque chose de juridiquement fondé. Ça vient par le local. Le peuple est souverain, c'est lui qui est constituant. Jusqu'à Mais maintenant, ça, il a été constitué passif avec MC 1.0, MC 1.0, c'est-à-dire je confie et je délègue. Maintenant, je ne confie plus, je délègue plus. D'ailleurs, l'article 6 de la DDHC le dit bien. Tout citoyen a le droit de participer personnellement et directement à l'écriture de la loi. Donc, on n'a même pas à se poser la question. La légalité, on l'a déjà. Simplement, il faut se il mettre au manque, travail localement. c'est la légitimité, mais la légalité, elle serait présente s'il y aurait la procédure. Là, le problème, c'est qu'il y a une absence de procédure pour que les citoyens y participent directement. Et Eh ben, on donc, peut oui, oser la mettre en place et l'invoquer au nom de la Constitution, puisque la DDHC est dans le préambule de la Constitution. Ce C'est qu'il faut, une ce qu'il faut voir constitutionnelle. aussi sur la légalité, c'est que l'état de droit n'est pas l'état légal. L'état de droit, c'est l'état légal plus les juges. Et les juges, ils sont contre nous actuellement. Donc, on a beau être dans la légalité, on n'a pas forcément l'entièreté du droit de notre côté, malheureusement. Et ils se battront corps et âme pour éviter
que nous, on arrive à nos fins, évidemment. Je crois qu'on va arriver vers la fin. Je ne sais pas si on peut prendre d'autres questions et déborder un peu. Sinon, peut-être qu'on peut se retrouver dans le Alors vocal oui, après. déjà il y a Mub, si je prononce bien, qui voudrait prendre la parole. Et dans le chat, ça va, ils posent plus de questions, ils sont en train de réagir à ce que vous êtes en train de dire. Donc on peut prendre encore la question de Mub. Et puis après, Oui, bonsoir. vous pouvez aller discuter dans le salon vocal librement après la conférence. D'accord, bonsoir. Je suis un peu désolé, j'arrive à la fin, j'ai pas pu prendre la conférence depuis le début, donc je réagis sur quelques points qui ont été indiqués. Et je pense effectivement que c'est une illusion absolue de s'imaginer qu'on va changer quoi que ce soit si on ne provoque pas une crise. La seule façon de se libérer des contraintes constitutionnelles, l'histoire l'a montré, et de toute façon l'analyse politique de la situation fait que les personnes qui sont intervenues avant moi l'ont bien montré, tous les articles sont là, les constitutions sont faites contre la souveraineté populaire, point. Et Chouard le dit, si vous n'écrivez pas, vous ne faites pas écrire la Constitution par ceux qui subissent le pouvoir, elle ne sert à rien. Ça, je pense qu'on est entièrement d'accord. Maintenant, sur l'espèce de fétichisme constitutionnel qui semble à l'œuvre, y compris ce soir, je vous dis, j'ai suivi toute la conférence. Moi, je pense qu'une constitution, entre guillemets, ça sert à rien. Et la première question qu'on doit se poser, c'est si elle devait servir, c'est quoi une constitution? Un texte qui prescrit des pratiques ou une transcription de pratiques? Moi, je suis pour la deuxième option, c'est-à-dire on finit par écrire ce qui est la pratique courante d'un ensemble de citoyens. Et là, j'arrive sur les ronds-points, effectivement. L'innovation politique des Gilets jaunes, c'est les ronds-points, c'est pas leurs manifestations et les autres choses. Pourquoi? Parce que les ronds-points ont été le cœur du débat. Alors, Que si se je sont peux passées les rebondir choses, et sur c'est pour ça que... Oui. juste sur une constitution, ça sert à rien et que, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que mettre la coutume. Alors, il faut savoir que pratique, si tu veux, C'est pas la même si tu chose. veux. Bah, si tu veux. Et on va pas jouer sur les mots. C'est sur le principe de fond. Une constitution n'est pas forcément un texte. L'Angleterre a une constitution dite coutumière, pas de texte constitutionnel, et donc il y a forcément une constitution, même quand on l'appelle pas comme ça. D'autres États religieux n'ont pas de texte constitutionnel, mais ils ont un texte religieux qui leur dit comment ça fonctionne, donc ça revient à peu près au même aussi. Donc une constitution peut tout à fait être coutumière, c'est une option, c'est défendable. D'accord, ok. Donc sur l'importance des ronds-points, ça me paraît fondamental parce qu'effectivement, il ne peut y avoir un débat qu'avec des gens qui vivent dans un territoire en gros restreint. Et ensuite, c'est le problème de fédérer toutes ces choses-là de telle sorte qu'on arrive à un moment où ça concerne un ensemble de territoires qui peut être un pays ou autre chose. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, alors RIC, etc., tout ça pour moi, ce sont des outils entre guillemets de correction démocratique dans un cadre qui est républicain. Si vous êtes dans un cadre démocratique avec un débat et délibération et toutes ces choses-là, le RIC, il ne se pose même pas. C'est bien parce qu'on est bloqué par un régime qui est celui de la République et de l'État républicain qu'on essaie de mettre en place des voies qui permettent de contourner toutes ces contraintes constitutionnelles. Mais sinon, le RIC, il ne sert qu'en République. Dès que vous avez mis en l'air la République, on n'a plus besoin de RIC. Dernier point, je trouve qu'on fait toujours une confusion entre délégué et mandaté. Quand on mandate, on donne à quelqu'un la titularité des pouvoirs. C'est ce que font aujourd'hui dans le cadre de la représentation. Vous donnez un mandat à un député qui fait ce qu'il veut. Qu'il vous en rende compte ou pas, c'est autre chose, enfin, par les médias. Délégué, c'est autre chose. Délégué, c'est ce qui se faisait d'ailleurs sous la Révolution. On ne transfère que l'exercice d'un pouvoir qui peut être à tout moment, en fait, dans les assemblées électorales sous la Révolution, on commençait par discuter pendant des heures de ce qu'on allait proposer, et puis petit à petit apparaissait une personne auquel on déléguait en fait une sorte de porte-parole, le fait d'aller dire ce que
de manière plurielle, on avait décidé à l'Assemblée qui était au-dessus. Et ça me paraît extrêmement important de bien distinguer entre délégué et mandat. Parce qu'ensuite, faire un mandat impératif, ça redevient grosso modo une délégation. Voilà, j'en ai fini. Merci. On ne trouvera pas d'accord sur le RIC n'est possible qu'en République. Je pense que le RIC serait Ouais. un outil extraordinaire en monarchie. Il serait un outil Mais extraordinaire surtout en même démocratie directe. en théocratie et en démocratie pour tout ce qui est des décisions nationales. Alors après, moi, je suis plutôt un confédéraliste, donc je pense que les décisions doivent être prises à la plus petite échelle possible et que la subsidiarité doit être ascendante en plus, donc soit le bas qui délègue vers le haut et non l'inverse. Mais les décisions nationales prises par RIC ou même les décisions locales prises par RIC, faut pas crécher dessus, hein, faut étudier un petit peu les différentes modalités possibles de RIC. Tout est possible. Quand on dit le RIC, déjà, on fait une erreur. C'est un RIC et il y a presque autant de RIC que de personnes qui souhaitent le RIC. Donc, il faut faire attention avec le raccourci le RIC. Hmm. Le Le- RIC il y a encore une personne qui demande si on peut expliquer ce que c'est le RIC. Mais le RIC, c'est quoi? C'est un outil d'intervention directe dans la vie politique qui est accessible pour l'ensemble des citoyens. Du moment que tu es écrit sur les listes électorales et que tu as ton droit de vote, tu peux faire une proposition, mettre un sujet au débat sur une proposition de loi, une abrogation de loi ou la révocation d'un d'un élu ou sur une modification constitutionnelle, et c'est celui-là qui est le plus important sur la modification constitutionnelle, tu peux faire une proposition à l'ensemble des citoyens qui, si elle est suffisamment soutenue, en fait, tu as l'ensemble des citoyens qui est informé sur cette proposition. Il y a un débat, une période de débat pendant 6 mois, les pour, les contre, savoir si ceux qui défendent et ceux qui défendent pas cette proposition, toi, te permettent de penser. Et à la suite de ce débat, tu es appelé à référendum. Donc, tu vas exprimer directement ta souveraineté et mettre une réponse. Tu vas répondre à une question. C'est pas ce qu'on fait actuellement. Actuellement, on va déléguer notre souveraineté. Et c'est applicable dans un régime qui est totalement en démocratie directe. Après, sur la question de dire en République, mais la République, il faut peut-être la définir. C'est un régime parlementaire ou présidentiel, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux avec la cohabitation, mais où le peuple, il est absent. Et actuellement, c'est vrai que par rapport à la compétence de la citoyenneté, qui a été réduite à un rôle d'électeur, il est compliqué de passer du jour au lendemain à une démocratie directe. Et l'avantage du RIC, c'est de nous former. Et ça, on peut le voir dans les pays qui ont des RIC comme outil d'exercice de la souveraineté populaire, et des RIC qui fonctionnent mal d'ailleurs, pour la plupart, ou qui sont limités sur les sujets. On peut voir une montée en compétence des citoyens. Et les citoyens deviennent de plus en plus performants, en fait, dans l'exercice de leur souveraineté, et ils s'intéressent aux questions, et on peut glisser indirectement vers une démocratie plus directe, peu importe le régime. Si c'est un régime, du moment que tu as un RIC qui fonctionne, ça va permettre en fait au peuple de monter en compétence, de travailler ensemble et de changer, pourquoi pas, le régime pour arriver sur une confédération démocratique hyper horizontale avec le principe de subsidiarité, avec tout ce que vous voulez, peu importe. Mais ça, c'est le temps qui le dira, et puis l'exercice de ce pouvoir surtout, c'est important. Juste un petit détail, je vous invite à lire la Constitution de 1793 qui a instauré le RIC et la rédaction des lois depuis le local. Et l'article 6, en fait, c'est l'ancêtre du RIC. Donc, des outils juridiques, constitutionnels, légalistes et autorisés, il en existe. Il suffit de les utiliser, de les remettre au goût du jour. Et ma dernière intervention, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, Bonne soirée. la Constitution de 93 Ouais, est une superbe constitution, mais c'est pas tout à fait un ça RIC fait un parce qu'il y a à RIC. l'intérieur, il y a des assemblées dans tous les sens, donc des assemblées Hmm. locales, donc ça va plaire aux démocrates, hein. Mais c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières. Ce qu'il a mis en place, c'est effectivement le droit de pétition
et le droit de censure, ça s'appelle. Donc en fait, c'est un veto. C'est la possibilité d'empêcher le pouvoir de prendre une décision. Et un système de convocation d'une assemblée constituante, malheureusement élue. Mais bon, de toute façon, ce texte n'a jamais été mis en route. Mais pour partir d'une base, ce serait certainement mieux de partir de 1789, malgré le fait que ce soit un peu une usine à gaz, parce qu'à l'époque, voilà, on n'avait pas les moyens de communication et de déplacement qu'on a aujourd'hui. Mais c'est certainement une meilleure base que la Constitution de 58. Alors, j'ai vu une personne qui demandait ce que c'était le RIC. Est-ce que vous pouvez apporter une définition brève à cette personne? C'est très important parce que depuis tout à l'heure, on en parle. Pour comment dire, pour le dire de manière le plus directe possible, un RIC, c'est un outil, c'est une procédure qui permet à des citoyens de faire une proposition et qu'en bout de course, ils prennent la décision et normalement pour les puristes, sans qu'aucune assemblée ne s'en mêle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une possibilité pour une assemblée, qu'elle soit élue, tirée au sort ou composée de volontaires, d'intervenir pour empêcher que la décision soit prise. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Après, on parle de le RIC comme s'il y avait une manière d'expliquer le RIC, mais en fait, il y a toujours logiquement 4 étapes. On dépose une proposition, il y a une période de soutien, alors ça peut passer par une pétition ou il y a d'autres systèmes pour établir que la proposition a du soutien, puis une période d'information et pour finir une décision. Merci beaucoup. Merci à nos 2 intervenants, Léo et Benoît. Ils sont sur le serveur Discord, donc vous pouvez toujours les mentionner pour qu'ils puissent répondre à vos questions. J'espère que cette conférence vous a plu et on se retrouve à très vite pour de prochaines conférences. Bonne soirée.